Bonjour et bienvenue dans l'atelier de Fanoria. Mes amis, de cette aventure humaine sublime, permettez-moi de vous conduire vers un homme qui a incarné à lui seul toute la grandeur et toute la tragédie de son époque. Un homme dont le pinceau trempé dans les passions de son temps a tracé sur la toile l'épopée la plus extraordinaire qu'artiste ait jamais vécue. En cette année 1748, à Paris, dans une famille de petits bourgeois, naît un enfant destiné à révolutionner l'art occidental. Jacques-Louis David. Que ce nom résonne dans vos cœurs comme un tocsin de gloire, car cet homme ne fut pas seulement peintre, il fut prophète, révolutionnaire, témoin passionné des plus grands bouleversements de l'histoire. Imaginez cette scène touchante. Un enfant de 5 ans pleure devant le corps de son père mort en duel. Cette blessure originelle marquera à jamais le caractère de David. Toute sa vie, il cherchera les figures paternelles, ses maîtres d'abord, puis les héros antiques, enfin Napoléon. Cette quête de l'autorité suprême explique ses engagements successifs et ses fidélités passionnées. Mais voyez déjà le prodige à l'œuvre. Dès l'enfance, ses dessins révèlent un talent hors du commun. Ses premiers maîtres restent stupéfaits devant cette précocité géniale. L'enfant ne dessine pas, il commande aux formes, dresse les volumes, organise l'espace avec l'autorité d'un général en chef. À 14 ans, il entre dans l'atelier de Joseph Marivian. Rencontre décisive, ce maître éclairé, imprégné de culture antique, révèle au jeune David les secrets de la grande peinture. Mais très vite, l'élève dépasse le maître, révèle une personnalité artistique d'une puissance extraordinaire. L'Académie royale de peinture et de sculpture accueille ce jeune provincial aux yeux brûlants d'ambition. Quelle institution créée par Lebrun sous Louis XIV, elle perpétue la tradition du grand art français, cet art officiel qui chante la gloire du royaume. David s'imprègne de cette tradition séculaire, apprend les règles de la composition classique, étudie les maîtres du passé. Mais déjà, son tempérament révolutionnaire perce sous la discipline académique. Ses condisciples pressentent qu'il côtoie un futur géant de la peinture. Regardez ses premières œuvres d'étudiant, cette Minerve combattant Mars, ce combat de Minerve contre Mars. Déjà, cette passion pour l'héroïsme antique qui caractérisera toute son œuvre. Déjà, cette science de la composition qui fera de lui le maître incontesté de la peinture d'histoire. 3 fois, David concourt pour le prix de Rome. 3 fois, il échoue. Quelle injustice! Ces échecs révèlent l'incompréhension des juges face à un talent trop personnel, trop novateur. David souffre cruellement de ces refus répétés. Mais voyez comme l'adversité trempe les caractères d'exception. Ces échecs, loin de décourager David, attisent sa détermination. Il travaille avec acharnement, peaufine sa technique, affine sa vision. En 1774, enfin, la justice triomphe. David remporte le premier prix avec son Antiochus et Stratonis. Cette œuvre marque une révolution dans l'art français. Fini le gracieux rococo de Boucher et Fragonard. David impose un style nouveau, grave, héroïque, moral. Cette peinture virile répond aux aspirations de son époque, l'as de la frivolité aristocratique. 1775, David foule enfin le sol de la ville éternelle. Quelle révélation pour ce jeune homme de 27 ans. Rome l'éblouit, le transforme, lui révèle sa véritable vocation. Dans cette cité où chaque pierre respire l'histoire, il trouve sa voie royale. Il se jette avec passion dans l'étude de l'art antique. Le Colisée, le Panthéon, les statues du Vatican deviennent ses maîtres véritables. Mais David ne copie pas servilement. Il comprend, il assimile et transpose ses leçons antiques dans un langage pictural moderne. C'est à Rome qu'il peint ses premières œuvres vraiment révolutionnaires. Bélisaire demandant l'aumône, Saint-Roch intercédant pour les pestiférés. Dans ses toiles, sa personnalité artistique explose dans toute sa grandeur, excite le style rococo, place à un art de la noblesse et de l'héroïsme. 1781,
David expose son Bélisaire demandant l'aumône au salon parisien. Quel triomphe! Cette œuvre révolutionnaire divise le public, suscite polémique et admiration. L'art français vient de changer de cap. Dans cette toile pathétique, David raconte l'histoire de ce général byzantin, vainqueur de tant de batailles, réduit à mendier dans ses vieux jours. Quelle leçon de morale politique! Cette œuvre dénonce implicitement l'ingratitude des puissants, plaide pour la reconnaissance des services rendus. Le style de cette œuvre révèle le génie naissant de David. Composition théâtrale, éclairage dramatique, expression pathétique des visages, chaque détail concourt à l'effet d'ensemble. Nous voici face au premier chef-d'œuvre du néoclassicisme français. En 1784, David achève son chef-d'œuvre absolu, le Sermon des Horaces. Cette œuvre colossale révolutionne définitivement l'art occidental. Jamais peinture n'avait atteint une telle intensité dramatique, une telle grandeur morale. Regardez cette composition géniale. D'un côté, les trois frères jurent de mourir pour Rome, tendant leurs bras vers les épées que leur tend leur père. De l'autre, les femmes s'abandonnent à la douleur, pressentant le sacrifice qui s'annonce. Cette opposition entre héroïsme masculin et sensibilité féminine structure toute l'œuvre. Cette toile résume l'idéal moral de son époque. Sacrifice de soi pour la patrie, dépassement des intérêts personnels au nom du bien commun. David ne peint pas seulement une scène antique, il forge l'âme civique de la France pré-révolutionnaire. David révolutionne la fonction sociale de l'art. Ses œuvres ne divertissent plus, elles éduquent, elles moralisent, elles élèvent l'âme du spectateur. Cette conception didactique de la peinture influence tout l'art européen. « Il faut que mes ouvrages soient utiles à mes concitoyens », déclare-t-il. Cette ambition morale transfigure sa production artistique. Chaque toile devient leçon de vertu. Chaque composition prêche par l'exemple. Cette révolution esthétique annonce les bouleversements politiques à venir. L'art de David prépare les esprits au grand changement, forge l'idéal républicain, éduque le peuple dans l'amour de la liberté. 1789, la Révolution éclate. David, déjà conquis par les idées nouvelles, s'engage corps et âme dans le mouvement révolutionnaire. Quel spectacle saisissant que cet artiste, au fait de sa gloire, sacrifiant sa tranquillité bourgeoise aux idéaux de liberté. Il devient député de la Convention, vote la mort du roi, organise les fêtes révolutionnaires. Cette transformation de l'artiste en homme politique révèle la grandeur de son caractère. David ne se contente pas de peindre l'histoire, il la fait. Mais quelle tragédie aussi! Cet homme sensible, épris de beauté, se trouve mêlé aux épisodes les plus sanglants de la terreur. Cette contradiction entre son tempérament artistique et ses engagements politiques le torture intérieurement. David entreprend de peindre l'épopée révolutionnaire dans une œuvre colossale, le Serment du jeu de paume. Cette toile immense devait immortaliser l'acte fondateur de la Révolution française. Regardez les études préparatoires de cette œuvre. Chaque député est portraituré avec un réalisme saisissant. David transforme l'événement historique en épopée artistique, égale les plus grands monuments de l'art occidental. Hélas, les vicissitudes politiques empêchent l'achèvement de cette œuvre. Elle demeure le plus beau projet inachevé de l'art français, témoignage poignant des espoirs et des déchirements révolutionnaires. 1793, David peint son œuvre la plus saisissante, Marat assassiné. Cette toile pathétique transforme le journaliste révolutionnaire en martyr de la liberté. Quelle transfiguration artistique d'un fait divers sanglant! Dans cette composition dépouillée, David atteint au sublime tragique, ce corps livide émergeant de l'ombre, cette lettre tachée de sang, cet encrier renversé, chaque détail concourt à l'effet dramatique. L'art rejoint ici la grande poésie épique. Cette œuvre révèle aussi le génie psychologique de David. Il transforme Marat, homme laid et malade,
en figure christique, en saint laïque de la Révolution. Cette idéalisation révèle la puissance transfiguratrice de l'art véritable. David peint les jeunes martyrs de la Révolution, Barras et Viala, ces enfants morts pour la liberté. Ses œuvres révèlent la dimension propagandiste de son art révolutionnaire, mais aussi sa sincérité patriotique. Ses toiles émeuvent par leur pathétique contenu. David transforme ses morts d'enfants en sacrifices héroïques, en exemple pour la jeunesse républicaine. L'art devient pédagogie civique. Cette inspiration révolutionnaire enrichit paradoxalement l'art de David. Contraint de représenter ses contemporains, il développe un réalisme nouveau qui renouvelle la tradition classique. David ne se contente pas de peindre la Révolution, il la met en scène. Nommé organisateur des fêtes nationales, il transforme Paris en théâtre gigantesque. Quelle conception grandiose de l'art social! La fête de l'être suprême qu'il organise en 1794 révèle son génie scénographique. Cette cérémonie grandiose où participe tout Paris réalise son rêve d'un art populaire et démocratique. Ces fêtes révolutionnaires annoncent l'art moderne, cet art qui sort des musées pour investir l'espace public. David préfigure les installations contemporaines, l'art urbain, toutes les formes modernes de création collective. Cette période révèle les dangers de l'art engagé. David met son génie au service d'une cause politique, sacrifie parfois l'esthétique pure à l'efficacité propagandiste. Cette subordination de l'art et l'idéologie suscite des œuvres inégales. Mais elle révèle aussi la dimension sociale de l'art véritable. David comprend que l'artiste ne peut rester indifférent aux grands mouvements de son époque. Cette leçon d'engagement inspire encore les créateurs contemporains. Cette expérience révolutionnaire transforme définitivement David, l'homme privé disparaît derrière le personnage public. L'artiste se transforme en acteur de l'histoire. En 1797, David rencontre Bonaparte, jeune général auréolé de ses victoires italiennes. Quelle rencontre décisive! L'artiste et le conquérant se reconnaissent mutuellement. Tous deux portent en eux la même ambition de grandeur. David voit en Bonaparte l'homme providentiel capable de réconcilier les acquis révolutionnaires et l'ordre social. Bonaparte découvre en David l'artiste capable de magnifier son épopée. Cette alliance transforme l'art français. Cette collaboration révèle la dimension prophétique de l'art davidien. Ses œuvres antérieures avaient préparé l'avènement de l'homme fort, éduqué le peuple dans le culte du héros. L'art avait devancé l'histoire. David peint l'empereur en conquérant sublime. Cette œuvre légendaire transforme un épisode militaire en épopée mythique. Bonaparte, drapé dans son manteau rouge, escalade les Alpes avec la majesté d'un dieu antique. Quelle transfiguration artistique! David gomme toutes les contingences prosaïques pour ne garder que l'essentiel, l'héroïsme du chef, l'élan conquérant, la destinée exceptionnelle. L'art révèle ici sa puissance mythifiante. Cette œuvre influence durablement l'iconographie napoléonienne. Elle forge l'image légendaire de l'empereur, cette image qui traverse les siècles et nourrit encore notre imaginaire collectif. 1807, David achève son œuvre la plus ambitieuse, le Sacre de Napoléon. Cette toile immense immortalise la cérémonie du 2 décembre 1804. Quelle fresque grandiose de la société impériale! Regardez cette composition géniale. Napoléon, couronné par lui-même, domine la scène de sa prestance impériale. Autour de lui, toute la société française assiste à cette apothéose. David transforme l'événement historique en spectacle éternel. Cette œuvre révèle la maîtrise accomplie du David portraitiste. Chaque personnage est saisi avec un réalisme saisissant. Cette galerie de portraits constitue un témoignage historique, irremplaçable,
sur la société napoléonienne. David peint l'épopée napoléonienne avec l'ampleur d'un Homère pictural. Ses toiles impériales rivalisent avec les plus grands monuments de l'art occidental. Jamais peintre n'avait magnifié avec tant de génie l'actualité de son temps. Ses œuvres révèlent aussi l'évolution stylistique de David. Son art, assoupli par l'âge et l'expérience, développe une somptuosité nouvelle. Les coloris se réchauffent, les empattements s'enrichissent. Cette période impériale consacre David comme le peintre officiel par excellence. Son exemple inspire tous les régimes autoritaires ultérieurs. Mais elle révèle aussi les dangers de la proximité du pouvoir pour l'indépendance créatrice. David révolutionne l'art du portrait avec ses créations impériales. Son Madame Récamier demeure l'un des sommets du genre. Cette femme élégante allongée sur sa méridienne incarne l'idéal féminin de son époque. Quelle science de la mise en scène! Ce décor dépouillé, ce mobilier empire, cette robe blanche immaculée, tout concourt à mettre en valeur la beauté du modèle. David révèle ici son génie du décorateur. Cette œuvre demeurée inachevée fascine par sa modernité. Cette simplicité volontaire, cette économie de moyens annonce l'esthétique contemporaine. David préfigure l'art du XXe siècle. David excelle dans le portrait de groupe. Cette œuvre, Madame Morel de Tangry et ses filles, révèle sa capacité à saisir l'intimité familiale bourgeoise. Quelle tendresse dans ses regards échangés, quelle complicité dans ses gestes! Ce portrait révèle l'évolution de David vers plus d'humanité. L'homme privé transparaît derrière le peintre officiel. Cette dimension intime enrichit considérablement son œuvre. Ses portraits familiaux annoncent l'art bourgeois du XIXe siècle. David influence durablement l'école française du portrait, de Ingres à Degas. Napoléon dans son cabinet. David peint l'empereur dans son intimité de travail. Cette œuvre révèle un Napoléon familier, fatigué par l'éveil, mais toujours attentif aux affaires de l'Empire. Quelle humanisation du mythe napoléonien! Ce portrait révèle le génie psychologique de David. Il sait saisir la complexité de ses modèles, révéler leur personnalité profonde au-delà des apparences officielles. Cette dimension psychologique de son art portraitiste influence toute la peinture française ultérieure. David apprend à ses successeurs à voir au-delà des sources. 1815, Waterloo. L'Empire s'effondre, entraînant David dans sa chute. Cet homme de 67 ans, comblé d'honneur, doit fuir sa patrie. Quelle tragédie pour ce serviteur passionné de la grandeur française. L'exil à Bruxelles révèle la noblesse de caractère de David. Il aurait pu renier ses engagements passés et obtenir son pardon. Il préfère l'exil à la reniement. Cette fidélité à ses convictions force l'admiration. Cette épreuve purifie son art des compromissions du pouvoir. Libéré des contraintes officielles, David retrouve l'indépendance créatrice de sa jeunesse. Ses dernières œuvres rayonnent d'une liberté nouvelle. En exil, David peint des sujets mythologiques d'une sensualité nouvelle. Ce Mars, désarmé par Vénus, révèle un artiste apaisé, réconcilié avec la beauté pure. Quelle évolution par rapport aux œuvres héroïques de sa maturité! Cette toile révèle l'influence de Rubens, redécouvert à Bruxelles. David, le champion du dessin, s'enrichit d'une science coloriste nouvelle. Cette synthèse tardive couronne magnifiquement sa carrière. Ses œuvres mythologiques révèlent la permanence de l'inspiration antique chez David. Malgré tous ses engagements contemporains, il demeure fidèle à l'idéal classique de sa formation. En exil, David continue d'enseigner. Ses élèves bruxellois bénéficient d'un maître apaisé, libéré des contraintes officielles. Cet enseignement tardif révèle toute la richesse de son expérience. Ces derniers élèves témoignent de la générosité de ce maître vieillissant. David transmet non seulement sa technique, mais sa passion de l'art, son respect du métier, son amour de la beauté. Cette générosité
pédagogique assure la pérennité de son influence. L'école davidienne, formée par ses soins, domine l'art français du XIXe siècle. David forme toute une génération d'artistes exceptionnels. Ingres perpétue sa tradition du grand dessin. Gros développe son romantisme naissant. Gérard affine son art du portrait. Quelle descendance artistique! Cette école révèle la fécondité pédagogique de David. Il ne forme pas des imitateurs, mais des personnalités originales capables de développer leur style propre. Cette liberté accordée aux élèves révèle sa grandeur de maître. L'influence davidienne structure tout l'art français du XIXe siècle. Même ses adversaires subissent son influence. Cette emprise révèle la puissance révolutionnaire de son esthétique. David révolutionne l'enseignement artistique français. Son atelier devient le modèle de toutes les écoles ultérieures. Il codifie une méthode pédagogique qui influence l'art occidental pendant un siècle. Sa méthode privilégie l'étude d'après l'antique, puis d'après nature. Cette progression logique forme des artistes complets, maîtrisant tous les aspects de leur art. Cette pédagogie révèle la dimension intellectuelle de l'art davidien. Il ne suffit pas de sentir, il faut comprendre, analyser, construire. Cette approche rationnelle marque durablement l'école française. L'influence de David dépasse largement les frontières françaises. Toute l'Europe adopte son esthétique néoclassique. De Londres à Saint-Pétersbourg, les artistes s'inspirent de ces innovations. Cette diffusion européenne révèle l'universalité de son message artistique. David exprime l'esprit de son époque, cette aspiration générale vers la grandeur antique et l'héroïsme moderne. Cette influence internationale consacre Paris comme capitale artistique européenne. Le rayonnement de David contribue à l'hégémonie culturelle française. David invente inconsciemment l'art contemporain, premier peintre à représenter systématiquement l'actualité de son temps. Il transforme la peinture d'histoire en chronique de l'époque moderne. Cette modernité révèle sa prescience géniale. Il comprend que l'art ne peut plus ignorer son époque, qu'il doit témoigner de son temps pour toucher ses contemporains. Cette leçon inspire tous les grands peintres ultérieurs. De Manet à Picasso, David enseigne que la modernité artistique naît de l'engagement de son époque. David démocratise l'art français. Ses fêtes révolutionnaires, ses œuvres patriotiques s'adressent au peuple entier. Cette ambition sociale révolutionne la fonction de l'art occidental. Cette démocratisation annonce l'art moderne. Cet art qui sort des salons aristocratiques pour s'adresser aux masses. David préfigure l'art urbain contemporain. Cette dimension sociale de son art inspire encore les créateurs engagés de notre époque. David enseigne que l'art peut transformer la société. David invente le réalisme documentaire. Ses œuvres révolutionnaires et impériales constituent de véritables reportages peints. Cette approche journalistique annonce la photographie. Cette précision documentaire révèle sa conscience historique. David sait qu'il peint pour l'avenir, que ses œuvres témoigneront pour les générations futures. Cette dimension testimoniale de son art influence profondément l'esthétique moderne. David enseigne que l'art peut être mémoire de l'humanité. Mort en 1825, David connaît rapidement la gloire posthume. Ses œuvres entrent dans les plus grands musées, ses innovations influencent durablement l'art occidental. Cette reconnaissance révèle la justesse de ses intuitions esthétiques. Cet homme, souvent incompris de son vivant, apparaît rétrospectivement comme un génie visionnaire. Sa postérité console de toutes les incompréhensions contemporaines. L'art véritable finit toujours par triompher du temps et des modes. Paradoxalement, ce défenseur de la tradition influence profondément l'art moderne. Manet admire sa science compositionnelle. Picasso s'inspire de ses déformations expressives. Cette modernité inattendue révèle la richesse inépuisable des œuvres authentiques. Chaque génération y découvre des aspects nouveaux, y puise des inspirations inédites.
David nous enseigne qu'il n'existe pas d'opposition entre tradition et modernité. Les révolutionnaires véritables s'appuient sur l'héritage du passé pour inventer l'avenir. L'œuvre de David demeure étonnamment actuelle. Ses interrogations sur les rapports entre art et pouvoir, sur l'engagement de l'artiste, sur la fonction sociale de l'art nourrissent encore nos débats contemporains. Cette permanence révèle qu'il toucha aux questions éternelles de la création artistique. Ses réponses, même datées, conservent une valeur exemplaire. David nous enseigne que l'art véritable transcende son époque pour rejoindre l'universel humain. Ses œuvres parlent encore à notre sensibilité contemporaine. Au terme de ce voyage dans l'univers davidien, une vérité s'impose. Cet homme a vécu pleinement son époque, épousé toutes ses passions, partagé tous ses espoirs. Cette fidélité à son temps assure son immortalité. David nous enseigne qu'un artiste ne peut créer dans l'indifférence à son époque. L'art authentique naît de l'engagement passionné dans les grands mouvements de l'histoire. Cette leçon d'engagement inspire encore les créateurs contemporains. David prouve qu'art et société peuvent s'enrichir mutuellement. La destinée de David révèle la grandeur tragique de l'artiste moderne. Cet homme qui rêva de réconcilier l'art et la politique connut tous les déchirements de son époque tumultueuse. Cette dimension tragique grandit sa figure. David ne fut pas seulement un peintre de génie, il fut un homme complet, assumant toutes les contradictions de son temps. Cette humanité profonde touche encore notre sensibilité contemporaine. Nous reconnaissons en David un frère en humanité, confronté aux mêmes interrogations que nous. Malgré toutes ces épreuves, David nous lègue un message d'espoir radieux. Ses œuvres proclament que l'art peut transcender les circonstances les plus difficiles, révéler la beauté au cœur du chaos. Cette foi inébranlable en la puissance de l'art console de bien des désespoirs contemporains. David nous assure que l'humanité conserve toujours sa capacité créatrice. Dans notre époque troublée, cette certitude résonne comme une promesse de renaissance. L'art survit au régime, transcende les idéologies, réconcilie les hommes dans l'amour partagé de la beauté. Chaque génération redécouvre David selon sa sensibilité propre. Cette capacité de renouvellement perpétuel caractérise les œuvres vraiment immortelles. Nos contemporains admirent chez David des aspects que ses contemporains ne savent voir. Sa modernité révolutionnaire, ses innovations formelles, sa prescience géniale. Cette révélation progressive nous enseigne l'inépuisable richesse des chefs-d'œuvre antiques. Ils contiennent plus de beauté et de vérité qu'une seule époque peut en percevoir. Mes amis, de cette époque éternelle, l'heure est venue de nous séparer. Mais emportez avec vous cette certitude lumineuse. David vit encore. Il vit dans chaque artiste qui refuse l'indifférence à son époque, dans chaque créateur qui met son art au service de ses convictions. Ne craignez jamais l'engagement artistique. Ne redoutez pas de mêler votre art aux passions de votre temps. Cette sincérité, que certains jugent dangereuse, constitue au contraire le gage de l'authenticité créatrice. Allez contempler les œuvres de David. Et moi, je vous dis à bientôt.